بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed. Chers amis, salam alaikum, bonjour, azuli. L'objectif de cette troisième vidéo, c'est la quantification du champ de contrainte dans une éprouvette en traction, éprouvette cylindrique en traction et en compression simple. La première vidéo a été consacrée donc pour démontrer que la contrainte axiale est répartie d'une façon uniforme, P, plutôt sigma, égale, dans mon cas j'ai une charge P, voilà, P sur S, voilà, ça ne marche pas. Et nous avons démontré donc ce que j'ai appelé le principe de Télisa, que la contrainte axiale doit avoir, donc à ces deux extrémités, plutôt l'éprouvette doit avoir à ces deux extrémités une contrainte, ou bien deux contraintes de même valeur. J'ai ici P sur S égale sigma, et sigma égale P sur S, sauf de signes opposés. Quand je prends ici plus, je prends ici moins. Donc ça dépend de l'orientation de votre axe, et ça dépend aussi de la sollicitation. Donc maintenant, si je change par exemple traction, j'ai plus P sur S. Si je mets compression, je fais moins ici. Et là, ça s'inverse aussi. Voilà. La deuxième vidéo a été consacrée à la formulation. Donc, en 3 dimensions de ce problème, nous avons donné les expressions du champ de contrainte. Donc, le champ de contrainte sigma et G en 3 dimensions. Donc, vous avez ici sigma R, 0, sigma LZ, 0, sigma θ, 0, sigma RZ, la contrainte de cisaillement. Et vous avez ici un 0, et vous avez sigma 7. Je laisse donc, s'affiche donc devant vous, je vous laisse voir donc ce champ de contrainte. Vous avez même la comparaison entre le modèle classique que je viens de faire avec le modèle 3D. Voilà, donc nous avons introduit l'équation de Bessel de premier ordre modifiée. Voilà, et vous avez donc voilà, le champ de contrainte, comme je vous ai dit. Voilà. Donc, vous avez remarqué que ce champ de contrainte, il dépend de 3 constantes. Ces constantes qui sont K, A et B. Donc, nous avons la constante K et nous avons A et B. Comment on les détermine? Voilà. K, il est très simple. Nous avons donc, par exemple, je prends sigma z égale à une fonction n de R multipliée par sinus n de R multiplié par sinus kz. Vous voyez donc là, en fait, à plus L sur 2 ou bien moins L sur 2, ça dépend donc. Je prends plus L sur 2. Et c'est la même chose. Je peux prendre moins L sur 2. C'est la même chose. Donc j'ai sinus KL sur 2 égale à 1. C'est-à-dire que K égale P sur L. Voilà. Donc ça, c'est pour déterminer K. Maintenant, on veut déterminer A et B. Pour déterminer A et B, il me faut donc 2 équations. C'est avec les conditions limites. Donc je sais que F de R, plutôt sigma R, sur la surface latérale, ici sigma R, sur la surface latérale est nul. Donc sigma R égale à F de R multiplié par sinus kz. Voilà. Sur la surface latérale, F de R, comme ça, égale à 0. Donc ça, c'est la première équation. Deuxième équation, j'ai la contrainte moyenne axiale sur la surface supérieure égale à la charge divisée par la surface. Donc j'ai 1 sur S sigma Z ds, donc j'intègre sur cette surface-là, ou bien je vais le faire comme ça. Voilà. R dr dθ multiplié par 2π. Voilà. Comme ça, on ne se trompe pas. De 0 à R.
Voilà. Comme ça. Voilà. J'ai ça égal à la contrainte moyenne. La contrainte moyenne, c'est tout simplement, c'est la charge P que j'ai ici, divisé par la section transversale S, égale ce que j'ai appelé sigma Z. Donc, ça c'est la deuxième équation. Donc, j'ai deux équations linéaires, deux inconnues. Le problème est hyper simple pour le résoudre. Donc, je reprends. Donc, pour déterminer donc, mes constantes, K égale à P sur L. A et B sont déterminés par les deux équations. Voilà. Maintenant, je vais faire donc quantifier le champ de contrainte pour une éprouvette en béton. L'éprouvette 16, donc éprouvette, voilà, écrasée. La célèbre éprouvette 1632. Qu'est-ce que c'est que 16 et qu'est-ce que c'est que 32? 16, c'est le diamètre. Et 32, c'est la hauteur, en centimètres. Voilà. Vous remarquez ici que le rapport, donc R sur L, égale à 1 sur 4. Le champ de contrainte, donc, vous avez la page qui s'affiche devant vous. Je vais vous laisser regarder un petit peu. Voilà, même moi, je profite avec vous pour voir. Moi, j'ai sur une feuille de papier, là, donc, vous avez donc en fait, voilà, donc, il est simple, on le voit. Voilà. Je passe maintenant à une éprouvette filiforme. Qu'est-ce que c'est qu'une éprouvette filiforme en traction? Généralement, la traction, on fait des éprouvettes, voilà, de ce type-là, où il y a donc le diamètre. Moi, j'ai pris ici 10 fois. Donc, vous avez donc R sur L égale 1 sur 10. Et je fais donc, vous avez donc le champ de contrainte. Vous remarquez facilement donc, que pour le modèle filiforme, on peut simplifier le champ de contrainte. Au lieu d'avoir quelque chose comme ça, sigma R, sigma θ, sigma Z, sigma RZ, donc on peut les simplifier. Ça, c'est pratiquement égal à 0. Voilà. Et là aussi, on peut simplifier, on peut mettre directement sigma Z. Sigma Z, c'est la force ici, ou bien la charge P, si vous voulez. Et ça, c'est le P sur S égale à sigma Z. Voilà. Sigma Z multiplié par sinus P sur L Z. Voilà. Et nous avons sigma RZ, la contrainte de cisaillement. Ça joue un rôle important, comme je vous ai dit. C'est tout simplement, donc, j'ai un enseignement, c'est important. Et là, c'est, donc, sigma Z et 1, voilà, de P, KR, donc P sur L, multiplié par R, cos Z. Je vais effacer, je suis obligé d'effacer, pardon, je suis obligé d'effacer pour écrire la formule tout entière. Voilà. Donc, j'ai cos Z, P sur L, Z. Voilà, donc, vous avez donc la page devant vous et vous regardez. Et voilà. Maintenant, je passe à la discussion donc, sur ce champ de contrainte, etc. Je superpose surtout. Donc, je reprends ici. Voilà. L'éprouvette de béton. Je vais discuter un petit peu sur l'éprouvette de béton. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez que pour déterminer, comme je vous ai dit la dernière fois, la résistance de béton à la compression, simplement, on écrase une éprouvette de béton. Quand on l'écrase, voilà ce qu'il y a, ce qu'on trouve. Voilà l'éprouvette, à peu près un petit peu plus grand que ça. Ça nous donne un aspect ou bien une forme de rupture comme ça. Nous avons deux cônes qui sont opposés par le sommet et ensuite on a ça. Ça c'est intact. Ça, donc ça reste
impact. Voilà. Voilà. Et l'éprouvette, je vais utiliser un terme bien spécifique et je sais de quoi je parle. Fragmentation ici. Fragment, donc elle est fragmentée ici. Voilà. Dans cette partie-là. C'est des fragments qui tombent. Ce n'est pas quelque chose qui est moulu. Parce qu'en fait, la contrainte axiale de compression, si elle casse quelque chose, elle le broie. Mais là, les éléments qui tombent sont des fragments. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais superposer la contrainte axiale d'un côté et la contrainte de cisaillement de l'autre pour voir. Donc voilà, j'ai quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est le milieu. Et voilà. J'ai ici la contrainte donc, axiale. C'est comme je vous ai déjà à la première vidéo que on constate qu'il y a donc une zone fortement endommagée, c'est la zone centrale. Quand cette zone centrale, donc on la superpose avec la variation de la contrainte axiale, vous voyez que la zone fortement endommagée correspond à la zone où la contrainte axiale est faible ou nulle. Donc, je vais les réécrire. Faible, sigma, z, faible ou nulle. Par contre, là où elle est forte, sigma forte, sigma z et sigma z forte, le matériau est préservé. Je vais maintenant superposer l'autre contrainte, la contrainte de cisaillement sigma Rz. Voilà donc la contrainte sigma Rz. Il fait quelque chose comme ça. Donc au milieu. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est cosinus, tout simplement. Donc sigma Rz est donné par T de R. Donc la fonction que vous avez regardée donc, sur la page que je vous ai montrée en plein écran tout à l'heure. Donc vous avez sigma Z égale T de R multiplié par cosinus Kz. Voilà. Ou Kz, ou P, c'est pas perpendiculaire parce qu'on sait que donc, directement cosinus P sur L multiplié par Z. Ben, oui, c'est ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, en fait, regardez, donc, le gros dommage correspond là à la contrainte de cisaillement, là, est forte. Là, sigma Rz égale forte. Mais là, faible. Et là, faible. Donc, en fait, cette lecture, ce n'est pas la contrainte axiale qu'elle a fait, mais c'est la contrainte de cisaillement, sigma Rz. C'est pour cette raison que je vous ai parlé ici de fragmentation. Donc, en fait, là, la contrainte axiale, si c'était la contrainte axiale qui casse, on obtient quelque chose qui est broyé. Mais la contrainte axiale, elle ne broie pas, elle fragmente. C'est comme ça. Voilà, c'est pour cette raison que ça tombe, là, quand c'est cassé, les morceaux qui tombent, c'est sous forme de fragments. Si c'était, je le répète encore une deuxième fois, si c'était la contrainte axiale, elle le broie, parce que c'est une compression. Elle le broie comme ça. Alors que c'est pas quelque chose qui est moulu. Voilà. Donc, voilà, je pense que vous avez compris. Donc, le rôle de sigma Rz de la contrainte. Sigma, non, de cisaillement, c'est elle, en fait, qui casse l'éprouvette. Et c'est la même chose quand il s'agit d'un élément de traction. Voilà. Donc, je reprends ici pour la traction. Donc, vous avez ici un élément. Voilà. Filiforme, généralement. Donc, la traction, c'est pour des barres métalliques, etc. Elles sont donc beaucoup, la longueur est beaucoup plus grande que le rapport généralement indice ou un dixième ou quelque chose comme ça. En plus. Voilà.
Et voilà comment elle se casse. Donc, en fait, nous avons la contrainte de cisaillement, plutôt, oui, la contrainte. Donc, je superpose. Ici, j'ai quelque chose qui est comme ça. Et la contrainte, ça, c'est sigma z. J'ai ici sigma rz, la même chose. Voilà. Et vous avez donc la rupture qui se fait ici. Voilà, donc ça commence à faire comme ça. Voilà. L'écrouissage, c'est-à-dire que le diamètre là, il se rétrécit. Ensuite, il se casse. Il se rétrécit où la contrainte de cisaillement sigma et voilà, atteint son maximum. Elle est ici. Donc, forte. Là, et là, faible. Donc, pour voir que c'est la contrainte sigma z qui casse ou bien qui provoque la rupture d'un élément en traction. Je reprends quand même. Là, j'ai deux contraintes parce qu'en fait, c'est comme je dis pour une éprouvette de forme filiforme, j'ai le champ de contrainte de sigma R est pratiquement 0. Sigma θ, on peut faire 0 aussi. Et sigma Rz égale à sigma Z sinus P sur L Z. Et j'ai sigma Rz, donc sigma Z, I1 multiplié. Donc là, je laisse toujours la fonction de Wissel. Donc je le reprends ici. Donc sigma Rz égale sigma Z, I1 de P sur L, R, sinus P sur L, Z. Voilà, donc la contrainte sigma Lz. Je vais reprendre pour voir les autres contraintes, comment ils interviennent en fait. Parce qu'en fait, ils ont un rôle, quand même, la contrainte sigma θ pour comment ça s'appelle, la contrainte pour la rupture. Voilà, la rupture de l'éprouvette de Butan. Voilà. Donc vous voyez donc l'image de nouveau devant vous. Et vous voyez donc que les gens ils touchent ici. Quand il y a donc cette charge-là, l'éprouvette elle se casse, commence à fissurer ici. Les fissures. Voilà, quand il y a des fissures comme ça, c'est tout simplement ça. Les premières fissures, c'est sigma θ qui est égal environ à 10% de sigma z, de la charge appliquée. Je vais vous montrer quelque chose pour faire la différence entre pour connaître quelle fissure correspond à quelle contrainte. Ça, c'est important. Regardez, par exemple, j'ai un disque. Soumis à la traction, une traction uniforme. Ici, c'est le centre. Si vous trouvez une fissure comme ça, ça, c'est sigma R qui a cassé. C'est sigma R qui a provoqué la rupture. Par contre, si vous trouvez quelque chose comme ça, radial, c'est sigma θ qui a cassé le matériau. Ici, en fait, quand il y a ça, il y a quelque chose qui tient comme ça. Voilà. Et donc, ça, c'est sigma θ. Sigma θ en traction, c'est elle qui commence donc à faire apparaître les premières fissures. Et ensuite, c'est la contrainte sigma Rz qui fait donc cette forme-là. J'ai quelque chose que j'aime bien, je l'avoue, ici, que je l'ai appelé, regardez, donc je reprends toujours cette éprouvette de béton, parce qu'on fait beaucoup, mais on ne sait pas. Les gens, ils font, mais ils ne savent pas. Voilà. Y compris moi. Hein. Moi, je viens de trouver ça. Donc, voilà. Voilà. J'ai quelque chose qui est comme ça. Ici, au milieu, il ne se passe rien. Donc, j'ai les deux cônes qui sont opposés par le sommet, mais cette partie-là reste toujours intacte. Et si j'ai l'ensemble des contraintes, j'ai sigma z, je vais reprendre ici, là, sur ce point, donc le milieu carrément, donc là, au centre, je l'ai appelé le point. Donc, c'est au point O là, j'ai le tenseur sigma ig égale à 0.
Pourquoi égal à 0? Parce que, regardez, la forme de tenseur de contrainte, c'était sigma ij, donc plutôt sigma r égale à f de r sinus k. Oui, c'est pas grave, je vais écrire kz. La même chose, sigma θ, n de r et le reste la même chose. Sigma z égale m de r et le reste la même chose. Et j'ai sigma rz égale, je vais l'écrire entièrement, sigma rz est donné par cette formule-là. Donc alpha sur 2, j'ai moins I2 KR I2 de KR plus 1 de KR cosinus KZ. Cette expression à R égale 0 égale à 0. Donc, la variation en fait de la contrainte sigma Rz sur la section transversale, je vais le dessiner ici. Ou bien je vais le faire aussi mieux. Comme ça, on le voit mieux. Donc là, j'ai R, voilà, j'ai l'axe. Et donc, ça, il varie de cette façon. Ça, c'est R. Voilà. Donc, ici, égal à 0. Les trois fonctions sigma R, sigma θ et sigma Z, ici, sur cet axe, sont égales à 0 parce que Z égale à 0. C'est pour cette raison, à ce point-là, ce tenseur est égal à 0. Et autour, l'ensemble des contraintes, ou bien le tenseur de contrainte est faible. C'est pour cette raison qu'il ne se casse pas. Il reste toujours comme ça. Là. Cette partie-là ne se casse pas parce que l'ensemble des contraintes, ou bien carrément c'est 0, ou bien il est extrêmement faible. Est-ce que j'ai appelé ça zone de sérénité? Voilà, je l'ai appelé. Donc en français, si vous voulez, c'est la zone de sérénité. Ou bien en arabe, halaqatu as-safa. Voilà. Zone de sérénité. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous parler sur quelque chose que j'ai remarqué en faisant un test sur une éprouvette cylindrique de grande longueur. J'appelle grande longueur quand la longueur par rapport au diamètre est autour de, je ne sais pas, 10, 20 fois, quelque chose comme ça, ou 30 fois, ou bien plus. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai donc une éprouvette cylindrique comme ça, j'ai une traction F ici, et j'ai F là. J'ai remarqué que, enfin, j'étais en train de chercher, est-ce que je vais trouver donc le tenseur ou bien la contrainte axiale, elle fait ça. Donc, en fonction, si vous voulez, donc, sigma z, dans mon cas z, il est comme ça, égal à n de r sinus kz, eh bien, je trouvais que non. Voilà ce qu'il y a. Je trouvais qu'il y a une partie, généralement au milieu, mais elle peut être décalée. Je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, en fait, je trouvais ça. Là, jusqu'ici, et là, jusqu'ici. Et ça, c'est le milieu. Voilà. Je trouvais ici, cette partie-là. Donc, ça, c'est la longueur en entier. Ça, c'est L. Je trouvais une partie
Donc, la contrainte axiale, sigma égale à F sur S. Il y a une seule contrainte. Voilà. Voilà. Et aussi, c'est sigma égale F sur S ou moins F sur S. Plus exactement, moins F sur S. Et en fait, j'ai défini par la suite une longueur LI. Qu'est-ce que c'est que LI? LI égale longueur de transition. Je n'ai pas mis LT, mais je mets LI. LI comme intiqali, الطول الانتقالي. Donc LI, voilà, cette longueur, donc c'est là que la fonction commence. Enfin, le champ de contrainte ici, donc là, le champ de contrainte est défini par F sur S, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais là, j'ai le tenseur de contrainte, la sigma ig égale. Là, j'ai sigma ig égale. Donc, sigma r, 0, sigma rz, 0, sigma θ, 0, 0, 0, sigma z. Non, c'est pas z, sigma rz. Donc là, dans cette partie-là, que j'ai appelée la longueur de transition, le tenseur, il est comme ça. Et il y a continuité en fait. La contrainte. Non, j'ai ici sigma r, donc j'ai inversé 0, voilà. 0, F sur S. Et il y a continuité entre les contraintes ici sigma z, parce que c'est sigma z, cette contrainte-là, la moyenne, c'est F sur S. Voilà. Et la même chose ici. Ici, j'ai quelque chose comme ça. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et moins F sur S ici. Voilà. Donc ici, j'ai la continuité de la contrainte axiale de ce point jusqu'à ce point. Ici, le champ de contrainte, une seule contrainte. Ici, une seule contrainte. Mais ici, il y a justement cette zone de transition qui fait passer le champ de contrainte de ce côté-là et le transfert à l'autre côté. Et ça passe, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, la formule, je reprends de nouveau. Donc, ça ne devient plus sinus, là où vous trouvez par exemple K égale P sur L. Non, ça devient ensuite K égale à P sur LI, sur longueur de transition. Est-ce qu'il reste quelque chose à dire? Je crois que nous sommes bons. Donc, je le reprends. Toujours, pour comprendre, il faut aller au descriptif et le lien, et vous cliquez dessus et refaire. J'ai encore un autre point avant de vous quitter sur la troisième vidéo. En fait, c'est les conditions limites. J'ai la contrainte sigma z, sigma Lz. Je vais vous montrer ce qu'il y a. La contrainte sigma Lz, c'est important. Voilà comment elle agit. Donc, j'ai l'éprouvettes comme ça. J'ai la charge axiale. Voilà. Donc, je prends ici, donc je coupe la moitié ici et l'autre moitié là. Voilà. J'ai la charge comme ça. La charge comme ça. La contrainte sigma, ce que je vous ai donné, sigma z, voilà ce qu'il y a. Donc, ici, elle agit dans ce sens. Là, dans ce sens. Là, dans ce sens. Et là, dans ce sens. Le problème que j'ai, c'est sigma Lz sur la surface latérale, il n'y a pas. On voit, il n'y a pas. Alors que le modèle que j'ai développé, il me donne quelque chose. Mais il me donne donc en compression, sur la surface latérale, la partie supérieure, j'ai quelque chose qui est comme ça. Et la partie inférieure, j'ai quelque chose qui est comme ça.
Donc en fait, j'ai donc cette partie-là qui s'annule avec cette partie. Cette partie-là s'annule avec partie. En réalité, quand ça s'annule avec ça, je me trouve avec 0 ici. Et là, ça s'annule, je trouve 0 ici. Et ça reste ça. Et c'est ça qui casse le matériau. Quand on applique la force de compression, lui, il va dans ce sens. Et il fait éclater le matériau. Que ce soit en lycée triaxial, c'est pour cette raison qu'on est lycée triaxial. Dès que vous appliquez comme ça, il y a le ventre qui sort comme ça. C'est mal. Voilà, mes chers amis. Sur ce, l'exposé de la troisième vidéo est terminé. Merci de l'avoir suivi. Salam alaikum. Au revoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad.